Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir quelque chose d'important. Nous allons voir quelque chose d'essentiel pour ton doctorat. Si tu as envie de prendre ton doctorat en main, de progresser avec sérénité et avec apaisement, tout en étant capable de faire de la bonne recherche, tu es au bon endroit. Nous allons voir dans ce programme Super Docteur les règles du jeu pour réussir ta thèse. La thèse est un jeu. Un jeu avec des règles à apprendre et des rôles à incarner. Ceux qui prennent le temps d'apprendre les règles et d'incarner ces rôles développent des bases solides. Qui prennent le temps d'apprendre les règles et d'incarner les rôles de la thèse développent des bases solides et acquièrent les compétences essentielles pour progresser. Ils trouvent ainsi leur direction et parviennent à s'épanouir pleinement dans leur aventure doctorale. Et surtout, ils réussissent à passer de doctorant à docteur. C'est ce que toi tu veux si tu es en thèse, j'imagine. Si je te parle aujourd'hui, c'est pour te prévenir. Ceux qui n'apprennent pas ces règles, qui n'incarnent pas les rôles dont je vais te parler dans cette vidéo, se perdent. Ils s'égarent dans différentes directions, tâtonnent sans comprendre quoi faire ni comment avancer, ils perdent des mois, voire des années précieuses. C'est comme jouer aux échecs. Tu te retrouves paralysé, incapable de jouer ou même de réfléchir clairement. Penser qu'il est possible de réussir une thèse sans comprendre les règles de la thèse, c'est non seulement une erreur, mais aussi une forme d'arrogance et d'immaturité. Tu dois apprendre les règles pour jouer. Si tu as un plateau d'échecs en face de toi, et que tu ne connais pas les règles, tu seras incapable de bouger et de jouer le jeu. Bien, c'est exactement la même chose avec ton doctorat. Tu dois apprendre les règles. Une fois que tu as compris les règles, tu peux les dépasser. Mais dans un premier temps, il faut comprendre ces règles. Et moi, je veux t'éviter justement tout cela, de te perdre et de ne pas avancer. Si tu regardes cette vidéo, tu vas comprendre justement les différents rôles et comment les mettre en application. Je vais t'éviter de te lancer dans une aventure doctorale mal équipée, sans les outils nécessaires pour naviguer dans cette jungle. Tu ne veux pas cela. Si tu veux que ton doctorat se passe bien, il faut que tu apprennes les règles du jeu. Apprends-les, incarne les rôles nécessaires et transforme ton parcours doctoral en une expérience enrichissante. Comme nous le disait Nietzsche, chaque homme est un acteur de son propre idéal. En d'autres termes, incarne le rôle que tu veux devenir. C'est un prérequis. Si tu es en thèse, tu veux devenir docteur. Tu es doctorant, tu veux passer de doctorant à docteur. Mais tu te demandes peut-être comment faire. En effet, c'est difficile. C'est très difficile d'incarner le rôle du docteur. Et j'aimerais te faire un petit disclaimer en amont, c'est que oui, c'est vraiment difficile. Donc, tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, et sont des conseils que tu vas devoir mettre en place qui vont être difficiles à mettre en place au début. Parce que tu ne les as probablement pas appliqués depuis très longtemps. Et c'est normal parce que tu es nouveau dans la recherche. Tu es un nouveau chercheur. Tu découvres le monde de la recherche. Tu découvres comment explorer, comment faire de la recherche. Et du coup, évidemment, tu ne sais pas exactement comment les choses fonctionnent, comment aller dans la bonne direction, comment faire quoi. Et lorsque tu vas commencer du coup à incarner les différents rôles dont je vais te parler, eh bien ça va être difficile parce que tes connexions synaptiques, tes chemins synaptiques sont faibles, peut-être inexistants. Et c'est là qu'il faut être patient. C'est là qu'il va falloir que tu te dises, il faut que je sois patient parce que tes chemins neuronaux vont se renforcer lentement mais sûrement ils vont devenir de plus en plus forts. Et n'abandonne pas dès le début. Essaye les rôles lentement, applique-les chaque jour, un jour à la fois, une étape à la fois, lentement, mais sûrement. Car tu renforces ce que tu répètes, tu deviens ce que tu répètes. Donc forcément, si tu répètes quelque chose de nouveau, ça va être difficile au début. Mais va au-delà de cela. Accepte cet inconfort, ce moment difficile au début. Il va t'aider, cela va te forcer à être plus conscient. Et une fois que tu as fait cela, tu vas pouvoir intégrer ces rôles et obtenir ton doctorat et t'éclater pendant ta thèse et vraiment profiter de ton doctorat. Car le doctorat peut être une belle expérience. Tu peux vraiment t'épanouir pendant ta thèse. L'alternative à tout cela, c'est le Calvin Ball. Le Calvin Ball, c'est un jeu sans règles
où tu peux inventer les règles que tu veux, quand tu le veux. Et le problème avec ça, c'est que d'un côté, ça augmente ta créativité, c'est génial, mais tu joues un jeu injouable. Parce que dès qu'une règle arrive, la contre-règle arrive et tu ne peux pas progresser. C'est pour cela que j'ai créé le programme Super Docteur. 5 rôles à incarner pour justement devenir docteur. 5 rôles que chaque doctorant devrait incarner et comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ils s'articulent et comment ces rôles s'articulent et se renforcent mutuellement. Mais aussi, je vais aussi t'expliquer ce que le programme Super Docteur contient en détail pour chacun de ces rôles. J'ai découvert ces rôles pendant ma thèse, mon postdoc, mes années de recherche et dans le monde académique. Et je pense que incarner ces 5 rôles est essentiel pour vraiment avoir une bonne expérience de thèse. Le premier rôle que tu peux voir ici est le rôle de l'apprenti. C'est comprendre que tu es ici pour apprendre. Cela implique de reconnaître ton arrogance et de te lancer même au risque d'échouer. Beaucoup de doctorants restent paralysés par le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur. L'apprenti, lui, accepte que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Aussi, le premier rôle, c'est incarner le rôle de l'apprenti. Cependant, ce n'est pas suffisant, parce qu'en thèse, il faut aussi être un écrivain. Il faut être un écrivain pour 2 raisons. La première, c'est qu'écrire, rédiger, aide à organiser et clarifier ses idées. Sans rédaction, les idées restent floues, inexplorées et inutilisables. 2, parce que la thèse est un livre, il faut lui donner vie en la rédigeant. Mais c'est bien de rédiger et d'accepter ce rôle d'apprenti, mais il faut aussi faire de la recherche. Il faut être un découvreur, il faut aller au-delà. Le découvreur est quelqu'un qui se pose les bonnes questions. Il trouve des réponses inédites, il repousse les limites de la connaissance. Et cela demande d'oser d'être créatif, de sortir des sentiers battus, d'aller à l'inconnu, d'explorer l'inconnu. C'est ce qu'on fait dans le monde de la recherche, nous explorons l'inconnu. Et cela n'est pas confortable, on peut facilement se sentir stupide. Il faut oser changer de paradigme, changer les manières actuelles de penser, choisir les bons outils, faire ce qui est atypique. Tout cela est très difficile à faire. Et nous allons voir cela plus en détail dans la suite de cette vidéo. Le producteur. Oui, il faut aussi être producteur parce que c'est bien de faire des découvertes, de rédiger. Mais s'il te faut 50 années pour faire tout cela, ce n'est pas bon. Donc, le temps est limité en thèse. Tu as seulement 3 ans, 4, 5 ans selon le pays, selon l'endroit, selon le domaine. Mais tu dois gérer tout cela comme une ressource précieuse. Être productif est une condition sine qua non pour découvrir et rédiger efficacement. Et enfin, le 5e rôle, c'est le rôle de l'état d'esprit, c'est le rôle qui englobe tout, c'est le rôle du vaillant docteur. C'est le rôle qui te permet d'assumer tes responsabilités, de garder un état d'esprit fort et résilient face aux difficultés, et de réunir toutes les parties de toi pour avancer de manière cohérente et unifiée. En gros, c'est le rôle qui te permet de voir le négatif et le positif et de tout gérer de la bonne manière, d'avoir le contrôle et la main mise sur ton doctorat, d'assumer les responsabilités qui viennent avec la thèse. Et si tu arrives à incarner ces 5 rôles, tu vas pouvoir avancer et tu vas pouvoir vraiment progresser du bon chemin dans la bonne direction. Donc tu vas me dire, mais comment faire ? Eh bien, dans la suite de cette vidéo, je vais t'expliquer rapidement ces différents rôles et je vais t'expliquer ce que le programme que je viens de sortir, Super Docteur, contient pour aller plus en profondeur dans chacun de ces rôles. Le premier rôle, comme je te le disais, est le rôle de l'apprenti. L'apprenti, donc pourquoi ? Parce que d'un côté, beaucoup de doctorants pensent qu'ils doivent déjà tout savoir et tout maîtriser. Ils ont en tête que lorsqu'ils commencent leur thèse, ils ont été sélectionnés parce que leur superviseur les voyait bien, une bonne vision d'eux, qu'ils pensaient qu'ils savaient tout, ou peut-être que... Et ils ont peur de décevoir. Ils se disent, je dois tout savoir aujourd'hui, je suis censé être super bon. Et du coup, ils pensent que tu as été sélectionné, que tu as été choisi, que tu as obtenu ton financement. Et du coup, tout le monde pense que tu es déjà un expert et tu dois donc tout savoir faire tout seul. Il y a beaucoup de doctorants qui ont ça en tête. Mais en fait, la vérité, c'est exactement l'inverse. La vérité est que personne n'attend d'un doctorant de tout savoir. Le but d'un doctorat est justement d'apprendre à devenir un jeune chercheur. Donc personne pense que tu sais. Tout le monde sait que tu ne sais pas. Donc ne cache rien,
car cela ne va pas être positif pour toi. Tu ne vas rien gagner à cacher qui tu es, à cacher tes limitations. En fait, tu vas perdre ton temps. Quand je voulais apprendre l'anglais, j'ai rejoint le parcours bilingue. Et j'avais l'impression que tout le monde était super bon en anglais dans ma licence, dans ma seconde année de licence. Et du coup, j'ai essayé de cacher le fait que j'étais mauvais en anglais. Donc, je ne parlais pas beaucoup, je ne participais pas. Et ça a eu et en fait, j'ai perdu mon temps à faire cela. Parce que en faisant cela, du coup, j'essaye de cacher que je suis mauvais en anglais, mais tout le monde le sait que j'étais mauvais, parce que ça se voit, en fait. Tu peux pas cacher lorsque tu ne sais pas quelque chose. Donc, je perdais du temps, j'avais l'impression d'être un imposteur, et c'était pas une bonne stratégie. J'avais l'impression que tout le monde était super bon, alors qu'en fait, la réalité, tout le monde s'en fout que je ne sois pas super bon en anglais. Si quelqu'un fait des remarques, tu laisses passer, tu peux rien y faire. 2, tout le monde n'était pas super bon en anglais non plus, en fait. Je m'imaginais, j'avais l'impression que tout le monde était super bon, mais en pratique, non. La plupart des gens n'étaient pas très bons. 3, si j'avais révélé mon ignorance, j'aurais donné la capacité aux autres de pouvoir non seulement m'aider à progresser, mais aussi j'aurais donné l'ouverture, la possibilité aux autres de montrer leurs propres limitations. Et du coup, on entre dans un cercle vertueux où chacun montre ses propres limitations et chacun s'entraide et chacun progresse ensemble, en fait. C'est ça qui est le mieux à faire, ce qui est le plus beau. Et du coup, comment faire en pratique ? Eh bien, dans un premier temps, il faut accepter d'être débutant aujourd'hui pour pouvoir devenir expert demain. Donc vraiment, et ça clair en tête, tu dois accepter d'être un débutant. Sois excité et enthousiaste de cette possibilité de progresser dans un nouveau domaine et de pouvoir apprendre. Si tu maîtrisais déjà tout, à quoi bon faire un doctorat ? Et on verra ça dans le rôle du découvreur, mais être débutant est un cadeau. Être débutant te permet de ne pas avoir plein de biais. Tu vois, les biais de connaissances, les biais de ce que tu as appris pendant 20 ans sur un domaine. Quelqu'un, je crois que c'est Karl Popper qui disait que pour découvrir, il faut soit être nouveau, être jeune, soit avoir changé de domaine. Tu as la possibilité de découvrir. Parce que tu es jeune, tu n'es pas biaisé, tu apportes un regard nouveau sur ton domaine. Et ça, c'est un cadeau unique, c'est quelque chose d'unique. Donc, vise à travailler avec les autres, demande et reçois du feedback autant que possible. Le feedback est un cadeau, c'est quelque chose de positif. Donc, ose montrer ton travail, montre ton travail à autant de personnes que possible. Non seulement à tes collègues, mais aussi à tes superviseurs, aussi à des personnes de ton domaine. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de montrer ton travail. Montre ton travail le plus possible. J'organise un meeting dans mon groupe de recherche dans lequel, une fois par mois, n'importe qui peut présenter ce qu'il veut. Son study design, ses idées, ses résultats, ses idées de demande de financement, peu importe ce qu'il veut. C'est vraiment ce qu'il veut présenter et personne ne veut présenter. J'ai déjà présenté plusieurs fois, mais les gens ne viennent pas naturellement. Et c'est dommage, parce que tu peux y gagner beaucoup. Tu as un groupe qui se concentre juste pour toi pendant 1 heure, 1h30, il passe du temps à t'écouter et à te donner du feedback pour améliorer ta recherche. Profites-en. Donc toi, essaye de prendre le temps de te demander sur quoi est-ce que je peux recevoir du feedback, sur quoi est-ce que je peux progresser. Ma rédaction, sûrement, mais aussi sur tes idées, sur tes compétences. Quelles compétences peux-tu développer ? Et qui a ces compétences ? Donc vraiment, prends le temps de te poser et de voir qui pourrait t'aider à progresser dans X compétences et contacte les personnes. Lorsque tu ne sais pas, révèle ton ignorance. Ne dis jamais à quelqu'un que tu sais si tu ne sais pas. Tu as tout à y perdre. La personne va penser que tu sais de quoi elle parle et dans le futur, elle va prendre ça pour acquis. Ça veut dire qu'elle va continuer de parler de ça alors que tu ne comprends pas. Juste révèle que tu ne sais pas et progresse grâce à cela. La personne, généralement, les gens sont bienveillants, ils vont être OK. Pareil, lorsque tu demandes du feedback, les gens sont bienveillants généralement. Parfois, les gens ont une manière de dire du feedback qui peut être un peu dérangeante, mais au final, c'est pas ça qui compte. Juste ose demander, ose révéler ton ignorance, c'est comme cela que tu vas pouvoir progresser. Donc pose des questions. Peu importe leur simplicité ou non. Pendant ma thèse, j'ai posé énormément de questions. Notamment à ma collègue, j'avais une collègue doctorante aussi, mais elle avait 2 années de plus que moi en thèse, et je lui posais énormément de questions.
Et en fait, il n'y a pas de problème à ça. Tu progresses beaucoup plus vite en demandant aux personnes qui savent. Donc, identifie les personnes qui savent, qui maîtrisent ce que tu ne maîtrises pas et demande de l'aide. Accepte tes erreurs. C'est la seule manière d'apprendre. Donc, que maîtrises-tu aujourd'hui? Que dois-tu apprendre? Et qui peut t'aider? Pose-toi ces questions-là. Dans cette première partie qui dure environ une demi-heure, l'objectif est de maîtriser le rôle de l'apprenti. Là, je viens de te donner des idées générales, mais on peut aller bien plus en profondeur. Donc, dans cette partie, nous voyons comment maîtriser l'apprentissage actif et la gestion des échecs pour favoriser une croissance personnelle et professionnelle. Comment développer une mentalité de croissance, transformer chaque défi en une opportunité de développement. Nous voyons aussi comment justement gérer le feedback, les stratégies pour solliciter, recevoir et intégrer le feedback constructivement. Acceptation de l'échec. L'échec est vraiment quelque chose de crucial pendant la thèse. Tu dois viser à échouer rapidement. On n'apprend que de nos échecs. Donc reconfigure ta perception de l'échec. Nous allons voir ça aussi dans cette partie-là. Technique d'auto-réflexion et de demande de feedback. Encouragement à oser demander des retours et de ne pas prendre les commentaires personnellement. Dynamique de collaboration, l'importance de trouver des mentors et des collaborateurs. Et résilience face au syndrome de l'imposteur. Les outils pour reconnaître et surmonter le syndrome de l'imposteur et autres blocages psychologiques. Maintenant, voyons le rôle du découvreur. C'est l'un des rôles les plus essentiels dans le monde de la recherche. Et c'est difficile de l'appliquer. Donc, voyons ensemble comment appliquer ce rôle du découvreur. Le découvreur, c'est quelqu'un qui se pose des questions authentiques, des questions qui comptent pour lui, qui l'animent profondément. Il cherche une vérité, un éclairage nouveau, un angle qui n'a pas encore été exploré dans la recherche. Et cette quête de sens est le moteur de sa recherche. Mais en fait, c'est difficile à faire, c'est compliqué. Et parce que le plus difficile, c'est que on commence en tant que doctorant avec peu de connaissances théoriques et pratiques dans son domaine. Le doctorant débutant se trouve limité dans plusieurs aspects. Il a peu d'expérience en lecture critique, difficulté à générer des idées de recherche, compétences rédactionnelles encore à développer, connaissances superficielles du sujet. Et tout cela peut être décourageant. On peut se demander si on est vraiment doué, si on est fait pour être chercheur. Et le parcours du doctorant consiste précisément en fait, à transformer toutes ces limites en force à travers une démarche structurée et progressive. Dans un premier temps, il faut développer une connaissance approfondie du sujet. Et cela commence par un travail rigoureux de lecture et d'analyse de la littérature existante. Ce processus demande plusieurs semaines, voire des mois, et permet d'acquérir une vue d'ensemble du domaine. Théorie actuelle, les limites, les problématiques ouvertes. Et ensuite, tu vas pouvoir trouver une problématique de recherche qui consiste à formuler une question originale. Donc, comment choisir un bon sujet de recherche? 1. Prends ton temps. Tu veux prendre ton temps parce que on a tendance à rusher, à aller trop vite là-dessus. On se dit, il faut que je le trouve en une semaine pour pouvoir avancer et ne pas perdre de temps. Non, il y a certains labos qui disent 3 mois sans expérience. 3 mois pour lire, apprendre, jouer avec la littérature, les connaissances. Et peut-être que c'est bien. Peut-être que c'est ce que tu devrais faire, prendre ton temps. Choisis un sujet qui te passionne. Pourquoi? Bien parce que tu vas travailler dessus pendant 2, 3, 4, 5 années. Il faut que tu prennes du plaisir. Sinon, tu ne vas pas vraiment t'amuser pendant ton doctorat. Ton sujet te permet de t'exprimer. Est-ce qu'il te permet d'exprimer ta manière de voir le monde? Est-ce que ton projet, ton sujet a de la valeur pour les autres? Est-ce que les autres se disent « Wow, ce serait intéressant d'étudier ça. Wow, ça pourrait aider mon domaine. Oh, ça pourrait changer certaines choses de mon domaine. » Et est-ce que ton sujet est donc original? Est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il étend les connaissances actuelles du domaine? Et là, un autre point qui est l'un des points les plus importants, c'est est-ce que ton sujet est faisable? Est-ce que tu peux le faire dans le temps imparti? Peut-être que ton sujet demande 10-15 ans de recherche. Dans ce cas-là, ton sujet doctoral est trop vague. Peut-être qu'il demande seulement 6 mois de recherche. Donc essaye de voir à quel niveau de faisabilité est ton projet. Et est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il t'intéresse? Est-ce qu'il te passionne? Donc vraiment, prends le temps de peser chacun de ces points-là. Je t'invite à
à rédiger si tes idées, si ton projet correspond à ces points-là, parce que c'est vraiment des points importants pour définir ton sujet de recherche. Mais maintenant, comment trouver ce sujet? Dans un premier temps, il faut lire la littérature. Tu me dire, bah oui, évidemment. Plonger dans l'état de l'art pour le maîtriser. N'oublie jamais que nous sommes des nains perchés sur des épaules de géants. Cela veut dire qu'il faut que tu lises la littérature pour vraiment l'intégrer, comprendre les limitations de la littérature, les points que nous ne savons pas encore, les différents facteurs, les différents angles de la littérature. Un seul domaine, un seul sujet a souvent différents angles d'attaque, un côté biologique, un côté moléculaire, un côté comportemental, tous ces différents points. Et dans chacun de ces points-là, le côté moléculaire, tu aurais 2 points encore, tu as encore d'autres systèmes. Et tout cela interagit, mais souvent est étudié séparément. Donc est-ce que tu pourrais combiner ces différents angles pour créer un projet? Essaye de créer des liens dans ce que tu lis, connecte les idées comme un puzzle. Inspire-toi d'autres domaines, explore au-delà de ton champ. Si tu travailles sur la schizophrénie, vois par exemple sur l'autisme ce qui est fait. Vois tout ce qui est fait au niveau de l'alimentation, parce que l'alimentation a aussi un rôle dans la santé mentale. Vois ce qui joue au niveau sportif par exemple. Vois tous ces différents aspects et essaye de les combiner pour arriver à quelque chose de nouveau. Ne filtre pas tes idées. Rédige tout ce que tu penses. Ose être créatif. Lorsque tu penses à quelque chose et que tu te dis « Ah, mais pourquoi il pense cela ?» Eh bien, rédige-le. C'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment rédiger tout ce que tu penses, exprimer tes idées. C'est ça que tu veux faire. Tu veux vraiment réussir à exprimer tes idées le mieux possible. Discute avec différentes personnes, confronte tes idées et sollicite des retours. Donc, les différentes personnes, voici, discute avec les doctorants. Les doctorants, tu peux justement leur poser des questions, leur demander ce que eux recherchent. Tes superviseurs, que pensent-ils de tes idées? Quel angle d'attaque pourrais-tu avoir? Discute avec eux, ils connaissent ton domaine. Les experts du domaine. Trouvent-ils ton sujet intéressant? Connaissent-ils des limitations actuelles de ton domaine? Comment pourrais-tu aller plus loin? Si tu contactes ces différentes personnes, ça va t'aider à confronter tes idées au réel, car tu veux que tes idées soient confrontables au monde réel et sollicite des retours. Comment est-ce que je peux aller plus loin? Comment est-ce que je peux faire cela? On a tendance à se dire souvent qu'on va d'un point A à un point B, mais la réalité est tout autre. Il y a tout un brouillard dans la recherche. Nous explorons l'inconnu, nous naviguons dans le chaos. On commence d'un point A et on avance dans une phase de brouillard où on peut facilement se rendre compte qu'il y a un point C qui est plus intéressant. Et du coup, il faut être ouvert, il faut avoir les yeux, il ne faut pas avoir sa vision seulement coincée sur l'objectif B, il faut être ouvert au changement. La recherche, c'est un changement constant. Donc, il faut être ouvert à cela. Sois ouvert à ce changement constant. Comme cela, tu vas pouvoir possiblement changer tes objectifs. Tes plans, tes idées vont changer pendant ton doctorat. Accepte ta stupidité et le fait de ne pas savoir. Cela va t'aider à te remettre en question constamment et à apprendre sans cesse. Accepte le chaos de la recherche. La foudre gouverne, ainsi que la phase de brouillard associée. Tout change constamment. Pour découvrir, il y a plusieurs choses à faire. Il faut oser casser les règles, rompre avec les normes, les paradigmes en cours, les méthodes actuelles, et il faut changer les outils. Tout cela, nous le voyons plus en détail, mais ce sont vraiment des points importants à comprendre. Si tu veux faire quelque chose de nouveau, tu dois faire quelque chose d'atypique. Tu dois vraiment avoir un certain respect pour la méthode, mais aussi aller plus loin. Tu dois comprendre que nous avons beaucoup de biais. Nous ne sommes pas neutres. L'observation n'est jamais neutre. L'homme est la mesure de toute chose. L'homme ajoute un biais parce que c'est l'homme qui regarde avec sa manière, avec sa vision dichotomique, bien, mal, gauche, droite. Sa vision, ses yeux qui voient certains types de lumière. Nous sommes donc aveuglés car nous sommes incapables d'observer de manière neutre. Nous avons des biais culturels et linguistiques. Linguistiques parce que des noms, des termes que nous donnons par exemple à des enzymes ou à des hormones nous font penser, ou même à d'autres choses comme des antibiotiques, nous font penser qu'elles ont seulement une seule fonction.
Alors qu'en fait, il y a des antibiotiques qui vont aussi être anti-inflammatoires, qui vont avoir un rôle pour aider sur la schizophrénie, qui vont avoir un rôle sur les virus, alors que le nom fait penser qu'il y a seulement un rôle sur les bactéries. Biais de confirmation. On essaie de confirmer ce que l'on veut voir. Einstein nous disait que l'on peut voir seulement ce que la théorie permet. Donc la théorie nous limite aussi, la théorie actuelle. Donc c'est pour cela qu'il faut peut-être aller au-delà. Le biais des méthodes et des outils. Nos outils nous permettent de voir quelque chose, mais c'est pour ça qu'à chaque fois que nous avons de nouveaux outils, nous pouvons voir de nouvelles choses parce que nos outils sont une limitation. Peut-être que ce que tu aimes faire, toi, pour être original, c'est courir après les nouveaux outils. Dès qu'un nouvel outil apparaît, tu l'utilises pour ta recherche, pour ton domaine. Et là, tu vas pouvoir observer des choses nouvelles. Parce qu'avoir un nouvel outil permet d'observer de nouvelles choses. Et il y a aussi des biais d'interprétation scientifique. Comme le disait Sidney Brenner, le progrès en science dépend de nouvelles techniques, de nouvelles découvertes et de nouvelles idées. Probablement dans cet ordre. Donc utilise des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, de nouveaux paradigmes. Ose casser le cadre actuel. Les ingénieurs apprennent à travailler dans un cadre. Les découvreurs, les chercheurs doivent apprendre à briser ce cadre pour aller au-delà de cela. L'innovation en sciences repose souvent sur la capacité à sortir des cadres établis, qu'il s'agisse des outils, des méthodes ou des paradigmes dominants. Il ne s'agit pas seulement de perfectionner ce qui existe, mais de le remettre totalement en question. Cette ouverture est essentielle pour faire de véritables découvertes. Alors que nous apprenons à penser dans un cadre, il faut apprendre à le casser. Donc, change d'outil, de méthode, de théorie. Karl Popper nous disait, change d'outil et tu changeras ta façon de voir le monde. Donc c'est le plus gros rôle dans mon programme. Il y a 2 heures et 6 minutes sur le découvreur. Nous voyons comment cultiver créativité et innovation dans la recherche. Dans un premier temps, une première partie est présente pour t'aider à poser les bonnes questions de recherche, choisir le bon sujet et le confronter au monde pour pouvoir vraiment impacter. Et ensuite, nous voyons comment innover et repousser les limites actuelles, des approches expérimentales, comment innover et être audacieux pour dépasser les paradigmes existants. Nous essayons d'aller contre la méthode. Nous essayons de voir ensemble comment justement aller contre cette méthode, en comprenant les limites actuelles de la méthode scientifique. Nous voyons comment collaborer et travailler et être interdisciplinaire, mélanger les différents domaines. Nous essayons de voir ces différents biais, je te les ai mentionnés rapidement, mais nous allons en détail dans chacun de ces biais pour justement aller au-delà de cela et comprendre ces biais pour pouvoir les intégrer dans notre recherche, car c'est quelque chose d'important pour être innovant. Nous voyons la théorie du croquet vivant de Alice. Nous voyons comment utiliser la technologie dans la recherche, utiliser les dernières technologies pour améliorer la collecte et l'analyse des données, comment développer son esprit critique, encourager la pensée critique et la remise en question des normes établies. Nous voyons comment développer un réseau de recherche, comment être interdisciplinaire pour collaborer avec des experts de disciplines variées et comment publier et communiquer de manière scientifique. Devenir maître de la foudre et apprendre à naviguer dans le chaos. En recherche, il faut apprendre à accepter l'incertitude, les détours et les échecs. Nous voyons comment avoir la sérendipité, le hasard heureux de notre côté, comment avoir l'inattendu et faire des découvertes grâce au hasard heureux. Nous voyons comment cultiver la créativité. Donc c'est vraiment un rôle essentiel dans la recherche. Et c'est pour cela que c'est un rôle si important. Donc c'est bien de faire des découvertes, mais il faut aussi savoir les rédiger. C'est pour cela que nous voyons le rôle de l'écrivain. Pourquoi écrire ? Je l'ai dit précédemment, une thèse est un livre, donc il faut le rédiger. C'est un recueil d'idées, de pensées qui ont été confrontées au monde. Le but de ces pensées et de ces idées est d'être compréhensibles. Si elles ne sont pas compréhensibles, elles ne servent à rien. Rédiger, c'est aussi organiser ses pensées. Si tu pars dans toutes les directions, eh bien, c'est peut-être que tu n'as pas encore rédigé tes pensées. Savoir rédiger, c'est apprendre à penser. Et tu veux être capable de faire cela en thèse.
c'est apprendre à organiser tes idées en un texte intelligible. La pensée existe grâce aux mots. Et croire qu'elle peut exister indépendamment des mots est une erreur commune. Une pensée, ça se travaille, ça se sculpte, ça se développe. Chaque phrase, en pesant chaque mot, c'est difficile de développer une bonne pensée. C'est pour cela qu'il faut apprendre à rédiger. C'est un processus long et il vaut mieux le faire dès le début du doctorat. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pendant la thèse. Et rédiger est quelque chose d'important. Je t'invite à rédiger chaque jour. Rédiger est difficile. Tu vois, tu te dis souvent, il faut que je rédige, il faut que je rédige. Tu as toujours cela en tête, mais une fois que tu le fais, finalement, tu es bloqué, tu ne sais pas quoi faire. Le premier pas est difficile. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as peur de mal faire. Tu as l'impression d'avoir trop à faire. Tu n'as pas de méthode. Tu vises la phrase parfaite du premier coup. Tu veux rédiger et éditer en même temps. Bien, voici comment rédiger. Voici quelques conseils. Ne pense pas en même temps que tu rédiges. Lorsque tu apprends sur le sujet et lis de la littérature et pense à tes résultats et à ce qu'ils veulent dire, ne rédige pas encore avec précision, prends des notes, car sinon tu vas casser ton flot d'idées à chaque fois. Pense, puis rédige. Fais ta structure. C'est important d'avoir la structure lorsque tu rédiges. Cette étape est souvent ignorée des personnes, mais prends le temps de poser quelques bullet points. Comprends le message principal que tu aimerais partager dans ton introduction, dans ta discussion, dans cette partie, dans chaque paragraphe. Ajoute des questions que tu te poses, ajoute des liens, fais un pont entre chaque partie, mais vraiment en première étape, prends le temps de te poser et tu rédiges quelques points que tu aimerais aborder. C'est une étape essentielle et beaucoup de personnes l'évitent parce qu'elle est difficile. Mais si tu fais cela, c'est peut-être même la première étape parce que cela va te permettre de savoir ce sur quoi tu dois lire. Car si tu connais tes points, tu vas pouvoir lire et récupérer des données pour chacun de ces points-là. Si par exemple tu veux parler de génétique, d'épigénétique dans les addictions, eh bien c'est deux paragraphes par exemple. Donc ils auront un lien. Tu vas pouvoir lire pour chacun de ces parties. Mais ne commence pas encore à rédiger correctement. Donc, une fois que tu as fait la structure, eh bien, collecte, lis les références, apprends sur le domaine, sur le sujet et prends des idées. Cela va t'aider à compléter ta réflexion. Plus tu apprends, plus tu vas pouvoir modifier cette structure, c'est ok. Elle n'est pas rigide, mais elle t'aide à avoir de premières bases solides. Maintenant que tu as la connaissance, tu vas pouvoir commencer à rédiger un mot à la fois. Cela veut dire que tu prends chaque partie, chaque bullet point, et tu rédiges en phrases. N'édite pas tes phrases, elles peuvent être mal rédigées. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important là tout de suite. Là tout de suite, ce que tu veux faire, c'est simplement rédiger. Rédige tes phrases, rédige-les mal. C'est pas grave. Tout ce que tu veux faire, c'est vraiment avoir tes phrases posées et tu les rédiges l'une après l'autre. La rédaction ira vite car tu ne seras pas interrompu constamment par de nouvelles idées et de nouvelles choses à rechercher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as déjà vu toutes les choses précédemment, tu as déjà appris. Et si de nouvelles choses arrivent, de nouvelles idées, eh bien, rédige-les plus bas, mais ne t'y arrête pas. Une phase à la fois. Une phase de structure, une phase d'apprentissage et une phase de rédaction. Ton premier brouillon, c'est exactement ce que je te disais. Il peut être pour toi, il peut être moche. Il va changer. Laisse-le être imparfait. Laisse-le être humain. Libère-toi, enlève ta peur de mal faire. N'attends pas l'aspiration, juste assieds-toi et rédige. Rédige le plus rapidement possible. Ne perds pas ton temps à passer des heures et des heures. Juste rédige des phrases imparfaites. Rédige autant que possible et n'édite pas. Éditer est pour plus tard. Éditer le texte, voici une chose essentielle. Einstein nous disait que tout doit être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Léonard de Vinci que la simplicité est la sophistication ultime. Et Antoine de Saint-Exupéry que la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Donc, fais cela. Simplifie tes phrases, simplifie tes paragraphes, simplifie tes idées, simplifie tout. Simplifie ce que tu mentionnes dans chaque partie, mais ne rends pas les choses plus simples. En pratique, cela veut dire une idée principale par phrase, par paragraphe.
Si tu n'es pas capable de me résumer ton paragraphe en une phrase, c'est que ton paragraphe est mauvais, c'est qu'il n'est pas clair. S'il contient 15 idées, c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants font, c'est qu'ils ont un paragraphe qui contient énormément d'idées. Et c'est mauvais, tu ne veux pas cela. Donc enlève les mots, les phrases inutiles. Est-ce que ta phrase a une seule interprétation possible ou plusieurs? Montre ton texte rapidement. Tu peux facilement te retrouver bloqué. À avoir rédigé, à ne pas savoir quoi faire. Soit tu fais une pause de plusieurs jours et tu retournes sur ton texte, car tu auras une nouvelle vision, un nouvel angle de vue. Soit tu décides de montrer ton texte, demande du feedback, demande de l'aide. Les personnes vont être heureux de pouvoir t'aider à améliorer ton texte. ChatGPT, est-ce que tu dois l'utiliser? Je ne vois pas pourquoi tu t'en priverais. Tu peux l'utiliser comme assistant. Si tu penses qu'il pourrait remplacer ton travail, c'est que tu ne fais pas du bon travail. C'est que tu ne fais pas le travail de chercheur, de découvreur. Mais seulement tu rédiges des idées que tu as lues et tu lui demandes d'organiser. Le chercheur va au-delà de cela. Mais tu peux l'utiliser comme assistant pour rédiger de belles phrases, t'aider à organiser tes paragraphes. Tu peux l'utiliser et tu vas gagner du temps. Donc pourquoi ne pas l'utiliser? Et une fois que tu as fait cela, modifie la structure, vois comment tu pourrais améliorer ta structure. Donc, le rôle de l'écrivain, c'est un module de 65 minutes dans lequel nous voyons comment améliorer sa pensée et sa recherche à travers l'écriture académique et apprendre à rédiger scientifiquement. Nous voyons comment organiser et clarifier ses idées, comment rédiger des idées complexes. Nous voyons des techniques pour transformer des idées complexes en un texte clair et captivant pour l'audience appropriée. Nous voyons comment gérer la page blanche, comment passer d'une page blanche à une page écrite. Nous voyons en détail, avec une méthode en 4 étapes, comment réviser et éditer son texte. Nous voyons comment élaborer un bon premier brouillon. Nous voyons la méthode efficace pour rédiger un texte de bonne qualité. Mais tout cela n'est pas suffisant, il faut aussi être productif, comme je te le disais précédemment. Pourquoi ? Parce que le temps est court en thèse et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être capable de faire beaucoup en peu de temps. Donc comment faire ? Aligne ton cerveau, comprends ton besoin, ta peur et tes niveaux d'énergie. Donc pour cela, tu dois savoir où tu veux aller, quel est ton besoin. Le besoin clair. Si tu as faim, tu vas aller dehors pour chasser. Si tu retournes il y a quelques milliers d'années. Si tu as soif, tu vas aller dehors pour trouver de l'eau. Voici ton besoin. Pourquoi as-tu besoin de faire une thèse ? Pose-toi la question. Prends vraiment le temps de te poser la question honnêtement. T'as peur. Où vas-tu chuter si tu ne fais jamais l'action que tu aimerais faire ? Où vas-tu chuter ? Quelle direction vas-tu prendre ? Ton amygdale va t'aider grâce à cela. Où es-tu aujourd'hui ? Qu'as-tu accompli ? Qu'as-tu fait au niveau du monde académique ? D'autres choses, peu importe. Prends le temps de te poser et rédige un texte. Où es-tu aujourd'hui ? Où veux-tu aller dans 5-10 ans ? Rédige cela. Quelles actions dois-tu entreprendre justement pour obtenir ton doctorat ? Rédige cela. Que dois-tu entreprendre pour obtenir ton doctorat ? Quels obstacles penses-tu rencontrer ? Imagine si tu n'agis pas, qui vas-tu devenir ? Prends 5 minutes pour répondre à chaque question. 5 minutes par question. Et tu rédiges des paragraphes là-dessus. C'est bien, c'est un effort concret qui va t'aider. Quelle est ta semaine idéale ? À quoi aimerais-tu que ta semaine ressemble ? Et du coup, en pratique, comment faire ? 1. Planifie tout ce que tu viens de faire précédemment. Précédemment, c'est définir les actions à entreprendre pour ton doctorat, les différents projets que tu vas devoir faire. Planifie-les en Gantt chart. Tu définis ta date de fin, de soutenance de thèse. Ou au mois près, tu vois, c'est pas obligé, mais c'est juste pour avoir une idée de quand tu veux défendre, quand tu veux soutenir ta thèse. Commence avec la fin en tête. Et tu définis chacun des projets que tu as. Et ensuite, tu définis par mois ce que tu pourrais faire. Identifie les actions à faire pour chaque projet. Quand veux-tu les faire ? Rédige tout. Rédige toutes ces pensées, toutes ces idées que tu as en tête pour rédiger. Pour chacun des projets. Ne garde rien en tête car sinon tu auras une anxiété. Tu auras de l'anxiété. Tu ne te sentiras pas bien. Donc rédige tout. Planifie la veille et en fin de semaine. Je préfère faire cela. Je préfère planifier la veille ce que je vais faire le lendemain parce que ça me donne une certaine clarté mentale. Mon cerveau anticipe l'effort et du coup faire un effort est plus facile.
Alors que si je planifie le matin, déjà de 1, je prends de l'effort pour planifier le matin, donc je me fatigue inutilement. Et 2, je n'ai pas préanticipé l'effort et du coup, je ne suis pas prêt. Mon corps n'est pas prêt. Planifie 90 minutes de focus sur une action clé. Fais de vraies pauses. Lorsque tu veux faire une action, fais vraiment cette action au maximum. Supprime les actions inutiles et garde les bonnes. Pose-toi, sois conscient des actions que tu planifies et dis-toi, est-ce que ces actions sont vraiment utiles ou pas? Renforce les bons comportements. Chaque jour, mets de ton côté ton système dopaminergique. Lorsque tu fais quelque chose de bon, regarde ce que tu as fait, tu te dis, c'est bien ce que je viens de faire. Pour optimiser, pense à la loi de Parkinson. Ne dilue pas ton temps. Donne-toi moins de temps pour faire quelque chose. Car la loi de Parkinson dit que plus tu disposes de temps pour réaliser une tâche, plus tu auras tendance à utiliser complètement ce temps. Donc réduis ce temps. Nous voyons dans ce rôle comment justement optimiser cela et le faire le mieux possible. Optimise tes pauses. Email et téléphone, ce n'est pas une pause. Optimise ton sommeil, ton alimentation et ton sport, justement, pour avoir de l'énergie et être capable de te concentrer. Il y a certains audios que nous verrons dans cette vidéo qui aident à augmenter sa concentration. Certaines positions corporelles aussi. Optimise ton harmonie cérébrale. Je t'en parlais précédemment. Le cortex préfrontal, l'amygdale, le cortex insulaire, le striatum. Tout cela, si tu arrives à les maîtriser et à comprendre comment ils fonctionnent, tu vas pouvoir les utiliser pour justement avancer et agir facilement. Définis un endroit que tu veux absolument éviter. Définis un endroit que tu veux absolument atteindre. Supprime les activités nuisibles. Ça, c'est l'une des plus importantes. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes. C'est que si tu n'as jamais d'énergie, c'est peut-être que tu as trop d'activités nuisibles. Jeux vidéo, porno, sucreries. Tout cela va te consommer de l'énergie et tu vas avoir de grands pics. Et si tu as de grands pics avec tout cela, cela veut dire que lorsque tu vas devoir te concentrer pour faire autre chose, tu auras des tout petits pics. Et du coup, forcément, tu n'arriveras pas à te concentrer. Donc, à quel point as-tu des activités nuisibles? Les réseaux sociaux aussi, tu peux les considérer en activités nuisibles. Donc, vois toutes ces activités-là et essaye de les supprimer le mieux possible. Le producteur est un rôle de 67 minutes. Nous voyons comment maximiser la productivité et gérer le temps efficacement. Comment planifier et gérer son temps, augmenter sa productivité, être concentré et discipliné. Nous voyons des techniques pour ne pas procrastiner, comment gérer son énergie et équilibrer travail et vie personnelle, tout en utilisant les neurosciences pour booster productivité, sérénité et dire adieu à l'anxiété. C'est un rôle très important pendant le doctorat, car le temps est limité. Mais il y a un rôle qui prévaut tous ces rôles, c'est le rôle du vaillant doctorant. Parce que il incarne et il intègre tous ces rôles ensemble. Il requiert un certain état d'esprit. L'état d'esprit est que tes pensées deviennent réalité. Cela veut dire que ce que tu penses devient réalité. C'est pour cela qu'il faut à ce point voir comment tu penses lorsque certaines choses arrivent. Lorsque quelque chose t'arrive, cela peut être perçu positivement ou négativement. Et toi, ton rôle est d'essayer de comprendre comment est-ce que je perçois les choses qui m'arrivent lorsque mon article est rejeté, lorsque je reçois, je reçois du feedback, lorsqu'on me pose des questions. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens mal? Vraiment, essaye de voir et d'analyser comment tu te sens. Essaye de voir comment tu pourrais inverser cela pour transformer en quelque chose de positif. Tu n'es pas obligé de faire comme tu pensais devoir le faire. Transforme ton doctorat en l'expérience de ton choix. Tu as sûrement commencé le doctorat avec certains biais. Te dire que le doctorat veut dire... Une majorité de doctorants pensent que le doctorat veut dire problème de santé mentale, souffrance, long travail, travailler 50 heures. 50 heures, c'est pas beaucoup, mais 80 heures par semaine. Tu vois, c'est vraiment de te dire que tu dois souffrir. Mais ça, en fait, tout cela sont des prophéties réalisatrices. Ce que tu t'autorises, ce que tu tolères va devenir réalité. Donc à toi de définir tes termes. À quoi veux-tu que ton doctorat ressemble? Pose-toi, et vraiment pose-toi la question honnêtement, à quoi
est-ce que je veux que mon doctorat ressemble? Au niveau des journées de travail, de l'intensité du travail, du nombre d'heures, de ce que tu étudies, de ce que tu fais. Tu peux choisir, c'est ça la beauté de la recherche, c'est que quand tu es doctorant, tu peux encore choisir tout cela. Troisième point d'état d'esprit, c'est qu'à chaque jour suffit sa peine. Oui, le passé est important, le futur est aussi important, mais au final, seul le présent compte. Si tu es toujours dans le passé, tu vis dans le souvenir. Toujours dans le futur, tu vis dans l'anxiété de ne pas savoir ce qui va arriver. Sois présent, concentre-toi sur ton action là tout de suite et sur ce que tu peux faire maintenant. Si tu as trop d'actions à faire dans une journée, note-les, choisis-en une et fais cette action maintenant. Sois présent dans cette action. Tu peux définir comment améliorer les choses pour développer le profil que tu désires. Quelle chose veux-tu améliorer? Pose-toi et rédige. Quelle chose est-ce que je veux améliorer aujourd'hui pour ma thèse? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et ensuite, comment pourrais-je améliorer ces choses? Et ensuite, agis. Améliore ces choses. Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Il n'y a jamais de vraie raison de se biler. Laisse aller ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Des choses qui t'arrivent, du stress, de la négativité que tu ne peux pas contrôler. Et c'est là que l'état d'esprit est important. Vois chaque chose comme une opportunité de grandir. Tu n'as pas obtenu ton financement, tant pis, tu vas faire autre chose, tu vas aller ailleurs. Commence par faire et fais chaque chose avec 100%, à 100% avec amour et foi. Lorsque tu travailles, travaille à 100%. C'est la technique du gorille. Sois au maximum, donne le meilleur de toi. Prends tes responsabilités. Tu as un rôle à jouer dans ta thèse. Si tout va mal, ce n'est probablement pas que à cause des autres. Tu as possiblement un rôle à jouer. Tu peux influencer comment les choses se passent. Le vaillant doctorant aussi comprend qu'il est conscient. Il essaie d'être conscient de chacun de ses choix pour garder les bonnes actions et supprimer les mauvaises. Il se pose, il regarde ce qu'il fait, il supprime les mauvaises actions et garde les bonnes. Il fait face à ses conflits internes. Lorsque des mauvaises pensées arrivent, il les gère et il essaie de les transformer en pensées positives ou de les intégrer pour comprendre comment cela fonctionne. Il comprend qu'il est plus complexe qu'un simple doctorant. Et toi, quels sont tes autres rôles? Quels sont les autres rôles que tu as? Tu es peut-être un escrimeur, un sportif, un danseur. Je t'invite à te poser une question qui est: quelles actions as-tu retardées depuis un certain temps? Que procrastines-tu? Je t'invite à agir maintenant. Une fois que tu as défini cela, agis maintenant. Le vaillant doctorant, c'est un rôle de 38 minutes dans lequel nous voyons comment renforcer la résilience et développer un leadership efficace. Nous allons plus en profondeur dans chacun des points que je viens de mentionner. Développer la résilience, confiance en soi et leadership, gestion des conflits et prise de décision, leadership éthique, développement de l'intelligence émotionnelle pour réussir à gérer ses émotions et celles des autres, mentorat et coaching, comprendre l'importance justement d'avoir son mentor et d'avoir des collègues, promotion de la diversité et de l'inclusion, stratégie pour créer un environnement inclusif et diversifié qui va t'aider justement à contribuer à vraiment progresser le mieux possible, et la technique du gorille pour obtenir le maximum de chaque action tout en ayant foi avec ses capacités, et la technique du bon. Donc voilà, c'est super docteur. Les règles du jeu pour réussir ta thèse, je mets le lien dans la description. Hop, voici le lien, super docteur. Donc tu peux directement rejoindre le programme ici, ou tu peux juste lire un peu plus ou voir un résumé, tu peux voir davantage les différents rôles, etc. Voilà, si tu as envie d'aller plus loin, je te retrouve là-dessus. Sinon, tu peux me poser des questions sur le groupe Telegram, n'hésite pas. Tu peux aussi le rejoindre dans la description. Et je te dis à bientôt. Ciao.